Bienvenue à votre émission, Le Déclic, votre émission de développement personnel qui reçoit pour vous des personnes avec des parcours exceptionnels. Aujourd'hui, je reçois pour vous Monsieur Dan Bemba, ou tout simplement Dan. Bonjour Dan. Bonjour Christelle. J'espère que tu vas bien. Très bien, merci. Tu toi-même? permets qu'on se tutoie? Pas de souci. Bienvenue et merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous de m'avoir invité. Et je sais que tu es vraiment très occupé. Et comment tu arrives à gérer ton temps, à concilier ton temps avec tout ce que tu fais? Maison, famille, boulot, et tu as 3 entreprises. Écoute, on n'a pas le choix, on doit planifier. On essaie de s'organiser du mieux qu'on peut, essayer de planifier, fixer les priorités. C'est comme ça qu'on gère notre agenda. Et aujourd'hui, qui est Dan Bemba? Dan Bemba. Dan Bemba est... je suis country manager de M-Target en RDC. Je suis aussi CEO de la société Acquisition, une nouvelle branche qui vient d'être créée récemment. Je suis marié, père de famille. Voilà, un peu en 2-3 mots, qui est Dan Bemba. Ok. Et votre vision de la vie, votre passion, qu'est-ce qui vous pousse aujourd'hui à être entrepreneur, à faire ce que vous faites? Est-ce que vous avez des challenges, vous avez un défi? Ce qui me pousse à être entrepreneur, on va dire, premièrement, c'est l'innovation. J'aime bien tout ce qui innove, tout ce qui va de l'avant. Je suis pas quelqu'un, on va dire, cartésien, entre 4 murs. J'aime bien repousser les limites, on va dire ainsi. Donc, ma vision de la vie, c'est vraiment l'innovation, pousser au maximum possible. Et voilà, je pense qu'on a beaucoup à donner, beaucoup aussi à apprendre. Et on va essayer de donner le maximum que l'on peut avant de tout laisser. Ok, ça fait 13 ans que vous dirigez M-Target aujourd'hui. Et c'est quoi l'histoire? Comment tout a commencé? J'ai fini en finance, banque et assurance à l'université protestante au Congo. Et comme toute bonne personne, j'ai commencé à chercher de l'emploi. Je me mets à chercher de l'emploi. Je crois que j'ai fait pendant 6 mois quasiment, en train de chercher par-ci par-là. C'était un peu compliqué. Et là, j'ai eu une offre, mon beau-frère qui me parle d'une offre d'une société française. À l'époque, ça s'appelait pas M-Target, ça s'appelait New Tech Interactif, qui voulait s'implanter en RDC. J'ai postulé. Et après, le CEO de New Tech est venu en RDC, on s'est rencontrés, on a eu quelques échanges. Il m'a expliqué ce qu'il comptait faire. C'était quelque chose d'assez nouveau en RDC. C'est les services à valeur ajoutée. Ça tourne autour des télécoms. Donc, apporter une plus-value à ce que produisent les entreprises de télécommunications, c'était quasiment quelque chose de nouveau en RDC. Ça m'a beaucoup intéressé. Ça m'a beaucoup surtout challengé parce que nos concurrents de l'époque ne faisaient que des jeux. Qui veut gagner une voiture, qui veut gagner une maison et tout ça. Et nous, on voulait faire un peu les choses différemment. On voulait prendre ce qui existe et l'adapter au contexte congolais. Et c'est par là, j'ai commencé là à New Tech et c'était un peu compliqué pendant plus d'1 année. On essayait de frapper les portes par-ci par-là. Celui qui était censé être là comme directeur général a même abandonné. Je suis resté en train d'essayer de pousser par-ci par-là. Et après 1 année, 1 mois, 2 mois, je pense, on a RTL, il faut le reconnaître, c'est RTL qui nous a donné notre première chance. Je ne sais pas s'il va suivre l'émission, Monsieur Bob Rachidi, qui était manager de l'époque, qui, je ne dirais même pas, qui dira tu ressembles à mon fils et on va essayer quoi. Et on a essayé, et, ça commençait à produire. Et au fur et à mesure que ça produisait, j'ai eu un aîné qui m'a particulièrement bien encadré, qui m'a poussé à entrer dans l'actionnariat au lieu de se limiter à tirer des bénéfices par-ci par-là. Et voilà, après, ça a évolué. On a quitté même de New Tech. Je suis entré dans l'actionnariat. C'est passé de New Tech à M-Target et aujourd'hui, on est ce que nous sommes. D'accord. Alors, pour vous, nous connaissons tous la difficulté qu'ont les jeunes aujourd'hui en RDC de pouvoir trouver un travail. Est-ce que pour vous, ça a été vous pouvez les définir comme un coup de la chance, un coup de la vie, comme une grâce, ou vous étiez né ou préparé consciemment ou inconsciemment à ça? La question elle est assez complexe parce que j'ai envie de dire en même temps oui, en même temps non, parce que allez, la vie est faite des opportunités.
c'est une opportunité qui est venue et on a su saisir notre chance. Donc, c'est une grâce d'un côté. Mais de l'autre côté aussi, je pense qu'on a étudié, certes, le système éducatif congolais ne nous permet pas forcément de réfléchir en tant qu'entrepreneur, c'est plus réfléchir en tant que subalterne dans une entreprise. Mais je sais que de par l'éducation que j'ai reçue, on nous a tant soit peu préparé aussi à pouvoir entreprendre demain et après-demain. Donc je dirais oui et non à votre question. Mais voilà, c'était surtout une opportunité qui s'est présentée et qu'on a pu saisir. Mais vous savez, quand vous avez l'opportunité qui se présente à vous et que vous n'avez pas une préparation derrière, même comment dire ça, l'opportunité sans préparation, c'est l'échec. Donc en même temps, opportunité, grâce, en même temps, préparation. Donc les deux combinés font ce que nous sommes. Et comment est-ce que vous avez vécu cette période où celui qui voulait être DG n'était plus et tout de suite vous vous retrouvez DG? Et je pense à ce moment-là, vous n'avez pas d'expérience, des directions ou de gestion d'entreprise. Effectivement, enchaîné. Et comment ça s'est passé à ce moment-là en termes de changement intérieur? Non, mais sincèrement, il faut le dire ouvertement, je n'avais aucune expérience. Comme je disais, je venais fraîchement de la fac. C'était très compliqué parce que, l'entreprise ne produisait pas encore. On essayait de faire adapter nos concepts au marché congolais, ce qui était très difficile quand même. J'ai failli abandonner plus d'une fois. Okay. ça, il faut le dire. J'ai eu à postuler ailleurs aussi. J'ai eu les opportunités. J'ai eu deux banques de la place, je ne citerai pas, qui m'ont appelé pour. Mais il faut dire que j'ai eu cette présence d'esprit de pouvoir demander conseil à des aînés. Il y a un aîné qui m'a beaucoup conseillé, chez qui j'allais prendre beaucoup de conseils, parce que lui, il était déjà... il était en train de diriger, il est avocat de formation, il dirigeait une entreprise, je crois, de mining aussi, si je me trompe pas. Et je prenais souvent conseil chez lui. Je lui demandais comment faire, ici, comment ça se gère, comment on gère ceci, comment on gère cela. Et c'est lui qui m'a beaucoup orienté, qui m'a beaucoup canalisé pour pouvoir arriver à ce que nous sommes. Mais il faut dire aussi qu'au fur et à mesure, avec l'expérience, au fur et à mesure que le temps passait, que nous exercions, nous avons appris à acquérir de plus en plus dans ce domaine-là. Et à ce moment-là, qu'est-ce que vous avez dit? Ça a été quoi les déclics? Parce que je comprends bien ce que vous étiez un peu forcé, poussé, de quitter de la mentalité d'un employé pour penser à entrepreneur. Je pense que lorsqu'on est chef dans mon entreprise, on se dit on est entrepreneur. À ce moment-là, est-ce qu'il y a eu un déclic? Qu'est-ce qui vous a poussé dans le conseil que vous avez reçu? Qu'est-ce qui vous a poussé? C'était quoi les déclics où vous dites ça y est, je peux le faire? Ok, le vrai déclic, il faut dire d'abord la première des choses qui m'a le plus poussé à foncer dans cette vision, c'est que j'ai cru au projet. Là, vraiment, on m'a expliqué le projet. Comme je disais, c'était quelque chose qui n'était pas d'actualité au pays à l'époque. Mais quand on m'explique le projet, je me suis rendu compte que c'est adaptable au contexte congolais et que ça peut marcher. Donc, j'ai cru d'abord au projet, puis je me suis dit, ça, c'est une opportunité. C'est une opportunité pour faire de l'argent, c'est une opportunité pour lancer quelque chose de nouveau. Donc, premièrement, c'est ça. J'ai vraiment cru au projet. Et quand je dis cru au projet, le projet m'a été présenté de manière brute. C'est pas... Comment l'expliquer? C'est un peu comme un diamant. Vous voyez, quand vous prenez le diamant, quand il n'est pas travaillé, il n'est pas aussi éclatant que comme il est. Il a fallu voir au-delà de ce projet présenté, au-delà des jeux que pouvait faire tout le monde, au-delà de tout ce qui pouvait tourner autour de tous ces jeux qui ne sont pas forcément intéressants pour nous. Donc, première chose, c'est que j'ai cru au projet. Deuxièmement, c'est que je me suis rendu compte que c'était faisable. Quand je dis c'était faisable que j'arrive à mettre cela en place, je veux dire. Ceux qui ont pu faire quelque chose n'avaient pas 4 mains, 3 oreilles, 2 yeux. Ils avaient 2 yeux comme moi, 2 mains comme moi, un cerveau comme le mien. Et que si eux, ils ont pu arriver à accomplir ce qu'ils pouvaient accomplir, c'est que moi aussi, je pouvais essayer de faire ce que je pouvais faire. Mais troisièmement, et là, je dois reconnaître que j'ai été beaucoup inspiré par quelqu'un. C'est monsieur Didier Katoumoa. J'espère que j'ai bien prononcé son nom. C'est le fondateur de Média Congo,
qui m'expliquait que lui, à l'époque, quand il a commencé son site Média Congo, tout le monde, lui, il vivait en Belgique, il a commencé le site Média Congo, Internet n'était vraiment pas implanté en RDC, et tout le monde lui disait ça va pas marcher, ça sent des trucs pour les Européens, ça sent des trucs pour telle structure et autres, et qu'ici ça va pas marcher. Il a commencé, et aujourd'hui, je crois qu'ils sont numéro 1 en tant que site d'offres d'emploi. Ils se sont même diversifiés. Aujourd'hui, ils font des offres d'emploi, ils font des offres de logement et autres, et c'est devenu vraiment une très très grosse machine de guerre, si je peux appeler ainsi. Donc, il m'a beaucoup motivé à aller et à pousser. Okay. 13 ans. 13 ans veut dire 13 ans d'échecs, 13 ans de faillite. Vous avez voulu fermer 2 fois. 13 ans de difficultés, 13 ans de challenges, 13 ans de réussites. Mais est-ce que vous avez une histoire ou 2 particulières à nous raconter, que ce soit en termes de défis, en termes d'échecs? Est-ce que ça vous est arrivé à un moment donné de vouloir vous tuer parce que rien ne marchait? Okay. C'est quoi cette histoire, cette anecdote que vous pourrez partager avec nous? C'est compliqué, il y a beaucoup d'anecdotes. Déjà, je peux commencer par le début. Je l'ai dit tout à l'heure, je crois qu'on commence en mars 2010. On fait notre premier revenu en avril ou mai 2011. Donc, vous faites plus d'1 année et 2 mois quasiment, sans revenus et autres, et vous êtes en train de frapper porte par porte pour essayer de pousser votre produit, essayer de convaincre l'opérateur de lancer quelque chose. C'est pas simple. Je pense qu'à l'époque, j'étais jeune, je devais avoir 23 ans, je pense. À 23 ans, oui. Aujourd'hui, j'ai 36, je veux faire 37 bientôt. À 37 ans, j'aurais abandonné depuis longtemps, vous voyez. Ça, c'était déjà quelque chose d'assez complexe. Et puis, on en a eu plusieurs. Hein. Vous réveillez un beau matin, l'opérateur qui change les tarifs. En même temps, ça bouleverse complètement votre budget. Je me souviens, 2019, si je ne me trompe pas, RTL, qui était mon plus gros partenaire à l'époque, décide d'arrêter les services VAS. RTL, c'était, sauf erreur de ma part, 55 à 60% de mon revenu. Il se décide que non, lui va se consacrer sur un nouveau système de fonctionnement, plus de VAS. C'était une nouvelle direction qui venait. Ça devenait très compliqué, extrêmement compliqué. Donc 2019, c'est une année que je n'oublierai pas. 2020, Covid et tout ça, notre business a vraiment aussi empathie. On a failli fermer encore. Donc il fallait réadapter les choses parce qu'après on s'est diversifié, on n'était plus que dans les VAS, on était aussi dans le bulk, SMS. Et avec tout ça, ça devenait un peu compliqué. Donc voilà quoi, c'est ça un peu, si je peux dire, les quelques anecdotes que nous avons eues. Comment ça se passe dans la tête de l'entrepreneur face à toutes ces difficultés? Est-ce qu'un entrepreneur pense fatalité? Comment ça se passait dans votre esprit? Est-ce que vous voyez tout de suite l'échec? Est-ce que vous voyez comment ça arrivait à chaque fois que vous ayez cette force de rebondir, de repartir de nouveau? J'aime bien faire rire mes collègues au travail. Je leur dis, vous, quand vous dormez calmement chez vous, nous, des fois, on fait des insomnies. On ne dort pas parce qu'on est en train de réfléchir. Il faut payer les salaires, il faut payer les charges et compagnie. Vous savez, quand il y a toutes ces difficultés-là et que vous savez que c'est vous qui êtes le leader, c'est vous qui devez donner, il y a plusieurs aptitudes, plusieurs sentiments qui vous viennent à l'esprit. À un moment, vous avez envie de tout abandonner, passer à autre chose. À un moment, vous avez envie de trouver une autre solution, vous convertir dans autre chose. Je pense que 2 à 3 choses sont essentielles pour tenir ce genre de moment. Premièrement, la force de la vision que vous avez, donc la conviction de ce que vous êtes en train de faire. Quand vous êtes sûr et vous êtes convaincu que ce que vous êtes en train de faire, c'est quelque chose qui va marcher. Ce n'est pas encore fini, vous voyez. Vous pouvez avoir des moments assez compliqués et autres, mais la force de la conviction que vous avez en vous va vous pousser tout le temps à réfléchir et à trouver des pistes de solutions. Deuxièmement, je pense qu'on le dit peut-être de manière assez comme ça, mais les entrepreneurs qui me suivent savent de quoi je parle. Gérer, c'est prévoir. Quand on gère, on prévoit. Voilà pourquoi que quand vous faites un certain chiffre d'affaires, vous faites un certain bénéfice, tout n'est pas dilapidé comme tel. Vous avez dans votre comptabilité un fonds de roulement que vous laissez, que vous pouvez étaler sur une période donnée. Certains l'étalent sur 3 mois, 6 mois, d'autres sur 1 année.
qui vous permet pendant des moments difficiles de tenir pendant cette période-là, le temps de rebondir sur autre chose. Donc, gérer, c'est prévoir. Si vous ne savez pas prévoir, ça sera compliqué. C'est sûr que vous allez abandonner. Et puis, troisièmement, il faut savoir prendre des décisions fortes. Quand je dis prendre des décisions fortes, il faut savoir faire des coupes budgétaires. Je m'explique. J'ai toujours dit, et je le dirai toujours, le bénéfice que l'on fait dépend de deux choses. De l'augmentation des recettes que nous avons, mais aussi de, je cherche le terme, de la capacité de maîtriser ses coûts. Voilà. Quand vous savez que vous ne faites plus autant de recettes, vous devez maîtriser vos coûts. S'il faut réduire certaines charges, vous devez réduire certaines charges. S'il faut déménager d'un bureau que vous louez, je dis n'importe quoi, à 2500 $ pour un bureau que vous allez louer à 800 $, vous déménagez. Si vous devez couper certaines rubriques, mais il faut prendre des décisions fortes. Il ne faut pas essayer de rester sur son confort, sur l'ancienne gloire. Et dans les décisions fortes, on peut venir aussi à réduire son salaire. Pas simplement limoger ses collaborateurs, on va dire, mais réduire aussi son salaire. Moi, je sais, je l'ai fait. Il est arrivé une année où pendant 2 mois, je n'ai pas eu de salaire. Pendant 2 mois, j'ai fait une coupe budgétaire. Je me suis dit, bon, on va s'organiser en famille, on va tenir, mais pendant 2 mois, on n'a pas les recettes qu'il faut. Il n'y a pas un revenu qui entre. Allez, on coupe le salaire. Donc, je pense que ces trois histoires, mais tout ça encore, c'est une question de gestion, de prévoyance. Et puis, il faut, j'insiste sur le premier, avoir la conviction parce que ça ne sera pas facile. Mais quand vous êtes convaincu que ce rêve, je veux l'accomplir, ça va arriver, on ne lâche pas. Ce que vous dites, c'est tellement inspirant, c'est tellement fort. Qu'est-ce que vous direz à la jeune génération aujourd'hui qui, dans cette passion de vouloir entreprendre, mais qui ne prend pas le temps de pouvoir apprendre auprès des aînés, auprès de ceux qui ont 10 ans, 13 ans aujourd'hui dans l'entrepreneuriat. Et nous voyons bien que dans votre histoire, vous avez consulté les gens en termes des conseils et vous avez des gens qui vous inspirent aujourd'hui. Vous pensez que ces deux facteurs, conseils, mentors ou de gens qui vous inspirent, font vraiment partie des éléments de la réussite aujourd'hui dans votre parcours? Oui, mon père me disait toujours, il aimait bien me répéter cette phrase, il y a des gens qui ont vu le soleil avant toi. Je pense qu'il est important de savoir qu'il y a des aînés qui sont passés. Vous savez, ils peuvent avoir commencé et échoué. Ils n'ont peut-être pas eu le succès que vous avez aujourd'hui. Mais le fait qu'ils aient commencé avant vous, ils connaissent des choses que vous ne connaissez pas. Ils peuvent vous éviter d'avoir un échec demain. Je pense que c'est important. C'est important, c'est un moment, la jeune génération doit le savoir. C'est important de s'inspirer des autres. On aime bien s'inspirer de success stories tels que Facebook, machin et autres. On voit que le bon côté, comment ça a été, mais ils ont connu aussi des moments de galère. Ça n'a pas été si simple. Et je pense que s'ils sont arrivés jusqu'à où ils sont arrivés, ce n'est pas simplement une question d'avoir une bonne idée, mais c'est question aussi de savoir gérer derrière. Parce que vous savez, le succès, ça va venir. Hein. Vous aurez des hauts et des bas. C'est ça la vie, c'est ça le business. À un moment donné, vous faites des chiffres extraordinaires. À un moment donné, ça va un peu moins. À un moment donné, ça va remonter et autres. Mais si vous savez être constant, vous savez gérer les choses, vous savez prévoir, comme je disais plus tôt, vous saurez anticiper, vous saurez voir comment faire les choses. Et des fois, le business fait 100 ans. Il a fait 100 ans, il est fini, il faut passer à autre chose. Mais il faut avoir aussi cette intelligence-là de pouvoir dire, ce business est fini, on va à un tel autre business. Je vais donner un exemple simple. Aujourd'hui, vous avez des sociétés de messagerie financière. À l'époque, je me souviens quand on voulait envoyer de l'argent, particulièrement à l'intérieur du pays, vous aviez plusieurs sociétés de messagerie financière. Aujourd'hui, elles n'existent quasiment plus. Vous avez que les messageries financières internationales telles que Western Union et autres qui fonctionnent. Mais pourquoi elles n'existent plus? Parce qu'aujourd'hui, vous avez la mobile money qui est venue casser ce marché. Il faut avoir si le gars qui est dans la messagerie financière ne veut pas comprendre que soit on s'adapte, soit on meurt, ou soit on évolue à autre chose, son business est foutu. Donc, il faut avoir cette capacité de pouvoir aussi s'adapter. C'est très important. J'aime bien cette phrase qui dit s'adapter ou mourir. Donc, c'est exactement ça.
Exactement. Je sais pas si tu seras d'accord avec moi, avec cette affirmation, que le business est violent. Je suis tout à fait d'accord. Et qu'il faut être méchant pour tenir longtemps. Bon, méchant, non, mais il faut avoir du caractère. Bah, écoutez, les gens ne vont pas vous donner, des marchés sur un plateau. Ah, non, il faut qu'on se le dise. Il faut que les choses soient claires. Les gens ne vont pas venir parce que vous avez un beau sourire. Ça, ce sont des trucs faciles que vous avez par-ci, par-là. Vous êtes peut-être... bon, des liens avec la politique, on vous donne des marchés. Même ceux qui ont des liens avec la politique, qui ont des marchés grâce à la politique, vous verrez qu'ils ont des marchés parce que c'est un pouvoir en place. Quand ce pouvoir part, ça devient autre chose. Non, le business est violent. Le business est méchant, mais nous, il ne faut pas forcément qu'on soit méchant. Nous, il faut qu'on ait du caractère. Il faut qu'on ait du caractère, il faut avoir de la personnalité. Tu ne peux pas percer si tu n'as pas de caractère, si tu n'as pas de la personnalité. Il faut savoir être ferme, ne pas se laisser marcher sur les pieds. Ça n'a rien à voir avec de l'orgueil, ça n'a rien à voir avec de l'impolitesse. Non, je pense même qu'il faut vraiment beaucoup de courtoisie, de politesse pour évoluer dans la vie. Surtout en business, mais il faut avoir du caractère. Et comment est-ce que vous vivez ça dans votre entreprise? Tout à l'heure, vous avez dit que vous êtes copropriétaire de M-Target aujourd'hui, vous êtes associé. Et comment est-ce que vous arrivez à gérer les associés quand, je ne sais pas, le conseil d'administration veut prendre une direction, vous en tant que directeur général, vous pensez qu'il faut prendre une autre direction? Comment gérer? Quelle sagesse avoir? Aujourd'hui, les entrepreneurs, il y a même des jeunes entrepreneurs qui ont du mal de s'ouvrir pour avoir des associés parce qu'ils ont peur. Parce qu'ils disent avoir des associés veut dire quelqu'un va t'arracher ton entreprise à un moment ou d'un autre. C'est vrai que la question est pertinente. Il est important de savoir surtout, d'abord, avec qui s'associer. De comment, si je peux dire ainsi, de comment s'associer. Parce que je crois que c'est là où le bas blesse. Soit on s'associe avec n'importe qui et puis tout va dans tous les sens. Il faut savoir, avec qui s'associer. Deuxièmement, de comment s'associer. Je vais revenir là-dessus. D'abord, sur qui s'associer. Il faut qu'on soit honnête. Pour lancer une structure comme la mienne, je n'avais pas le capital qu'il faut. Il fallait que quelqu'un amène des capitaux pour qu'on puisse faire quelque chose. Et là, il fallait que j'arrive à m'associer avec quelqu'un pour ça. C'est plutôt c'est moi qui me suis associé à lui là derrière. Donc, c'est important de savoir avec qui s'associer. Mais comment s'associer? Vous savez, il faut faire les choses dans les règles. Il faut faire les choses comme il se doit. Vous savez, les statuts, beaucoup de gens négligent ça. Les statuts d'entreprise régissent la gestion de l'entreprise. Comment se gère là? Vous ne pouvez pas décider comme ça, oui, je m'associe, je n'ai jamais lu les statuts, je ne sais pas ce que ça dit, je ne sais pas comment ça fonctionne, je ne sais pas comment X, Y. Il faut savoir déjà comment s'associer avec cette personne. Vous avez des statuts qui vont régir tout ça. Maîtriser comment se passe le statut. Parce que si quelqu'un veut passer outre ses prérogatives, vous avez les statuts qui arrivent à régler tout ce genre de conflit. Donc, en fait, le problème avec beaucoup de gens aujourd'hui, c'est qu'on fait des choses un peu comme un ligablo. Je viens, Christine, écoute, tout bande à moi. Je ne sais pas s'il faut. Ça dérange le lingala, bon, je veux parler en français. On commence un business au coin. Mais on n'a jamais régi, toi et moi, s'asseoir de comment ça va se passer. Qui est le gérant? Comment le gérant prend les décisions? Est-ce que le gérant a la capacité de faire X, Y, Z choses? C'est important. C'est important de définir ça. Si déjà vous ne savez pas définir ça et que demain ça part dans tous les sens, vous aurez des problèmes. Il faut savoir de comment s'associer avec la personne et voir comment lancer. Je pense que c'est très important et c'est quelque chose que beaucoup de jeunes aujourd'hui ne font pas. Vous avez des gens qui commencent un business, mais rien. Et légalisez ça. Cochez ça par écrit, légalisez ça. Si demain ça ne marche pas, vous pouvez aller auprès des tribunaux, mettre les choses. Parce que chaque personne a son tempérament, chaque personne a sa personnalité, chaque personne a sa façon de faire les choses. Mais le business, c'est le business. J'insiste dessus, le business. Il a beau être ton grand frère, il a beau être ton oncle, il a beau avoir. Mon associé doit avoir. Aujourd'hui, il a plus de 25 ans de plus que moi. Je crois quasiment 30 ans de plus que moi. Mais le business, c'est le business. Quand il veut outrepasser, selon les statuts,
Non, tu n'as pas les prérogatives de faire X, Y, Z choses. Je ne veux pas venir, non, papa, vous voyez, non. On doit gérer les choses comme il se doit et suivre le cadre qu'il faut. Très bien. Dan, nous allons maintenant parler d'argent. Est-ce que Dan est millionnaire? Écoutez, je vais être franc. Si il faut parler en franc congolais, on est millionnaire. Hein. Mais non, en dollars. Non, en dollars, je ne suis pas encore millionnaire, mais repose-moi cette question dans 5 ans. 5 ans. Repose-moi la question dans 5 ans. Mais vous avez une entreprise qui fait des millions. Oui, on a un chiffre d'affaires qui dépasse le million annuellement. Qui dépasse les 5 millions. Non, pas 5 millions, mais je dois avoisiner entre, on va dire, entre 1,5 million et 2,3 millions quasiment. Ça dépend des années. Il y a des années qui sont des très bonnes années. Par exemple, 2020 n'a pas été une très très bonne année. 2021, c'était une année de reprise. 2022, excellente année. Donc, si je vais sur les 5 dernières années, oui, on est quasiment dans cette fourchette. Vous faites partie de 1% des entreprises congolaises, de jeunes Congolais qui réussissent aujourd'hui. Et est-ce que le rêve de faire $1 million de chiffre d'affaires est réalisable? Ou ça dépend du secteur? Vous êtes dans le secteur des télécoms, est-ce qu'on peut se dire est-ce que c'est un coup de chance? Est-ce que c'est parce que c'est lié au secteur? Ou vous pensez aujourd'hui que l'environnement d'affaires aujourd'hui en RDC donne cette possibilité à n'importe qui de pouvoir faire ses chiffres d'affaires? L'environnement économique de la RDC est très compliqué. Ça, c'est sûr. C'est très, très, très compliqué. J'ai peut-être eu la grâce, on va dire, d'évoluer dans un secteur de télécom qui se porte plutôt bien. J'aurais même vu dans le budget de l'État, je crois que c'est le 2e pourvoyeur de l'État actuellement. Mais je pense qu'on est capable de faire le million dans n'importe quel secteur. Le problème, c'est d'arriver à avoir une cible bien précise et de pouvoir écouler son produit comme il se doit. Mais tout le monde est capable de faire, $1 million. Et puis, bon, je vais être franc avec vous. Moi, ce qui m'impressionne le plus, c'est pas de faire un chiffre d'affaires de $1 million. Vous pouvez faire un chiffre d'affaires de $1 million, mais vous avez des charges derrière de $800 000. Vous voyez? Comme vous pouvez faire un chiffre d'affaires de $500 000, mais vous avez des charges de $100 000. Moi, ce qui m'impressionne plutôt, c'est quand vous arrivez à faire un bénéfice d'un certain montant. Vous voyez déjà que celui qui fait un chiffre d'affaires de $500 000, mais avec des charges de $100 000, fait un bénéfice plus important que celui qui va faire un chiffre d'affaires de $1 million, mais avec des charges de $800. Donc, mais c'est possible de faire un chiffre d'affaires. Et quel représente l'argent pour vous? L'argent? Ouais. L'argent, c'est très important. L'argent... le plaisir, une arme. Vous savez, même la Bible dit l'argent répond à tout. Je pense que l'argent est très, très, très important. Il faut faire un effort de... Il peut représenter le pouvoir, il peut représenter tout ce que vous voulez, mais le problème en soi n'est pas l'argent. Le problème en soi, c'est ce que l'argent, l'influence de l'argent sur la personne. L'argent, on peut avoir l'argent aujourd'hui, mais l'argent n'achète pas un caractère. L'argent n'achète pas. Je suivais une bonne vidéo, il y avait une dame qui disait vous pouvez acheter une maison, mais vous n'avez pas un foyer. Vous voyez, un peu dans tout cela. L'argent peut acheter beaucoup de choses, mais il y a des choses immatérielles que l'argent n'achète pas. Il faut savoir que l'argent est important, mais l'argent n'est pas le maître. L'argent n'est pas le but suprême. On ne fait pas tout et n'importe quoi pour l'argent. On va travailler dur, on va pas toucher à l'illégal et on va gagner de l'argent proprement, sans se salir les mains. Ok, très bien. Et qu'est-ce qui doit être important pour un entrepreneur qui gère une entreprise? Est-ce que le service, les clients, le personnel, l'argent ou une valeur? En fait, c'est ce que je veux dire. Sur quoi l'entrepreneur doit vraiment se concentrer dans son business? Ça, c'est moi, c'est mon avis personnel. Certains peuvent avoir un avis contraire. Je pense que ce qui a toujours fait la force de l'entreprise, la première des choses, ce sont ses ressources humaines, ce sont ses ressources, ce sont ses hommes. Moi, je pense que d'abord, c'est un problème d'hommes.
Le problème, la première chose, c'est qu'un entrepreneur, bon, tout dépend aussi de... Vous pouvez être entrepreneur seul, hein, vous êtes entrepreneur, vous avez une vente en ligne, ça c'est vous. Donc le capital humain, c'est vous-même. Mais pour d'autres qui ont une plus grosse structure, mieux vous gérez vos ressources humaines, mieux vous gérez votre personnel, mieux ce personnel peut pouvoir vous aider à atteindre vos objectifs. Avec le temps, j'ai compris qu'on ne fait pas tout seul. On ne fait pas tout seul, mais quand vous avez des équipes qui sont capables vraiment de se battre pour essayer d'accomplir votre vision, des équipes que vous arrivez à gérer vraiment dans ce sens-là, vous pouvez faire vraiment des grandes choses. Mais quand vous négligez vos équipes et que vous êtes focus simplement sur le produit, l'argent, ce sont les hommes qui arrivent à vendre le produit. Ce sont les hommes qui arrivent à gérer l'argent. Donc pour moi, ça je répète encore, c'est mon avis personnel, la gestion des ressources humaines est la première des choses. Ça va vraiment capitaliser là-dessus. Et après, le reste... Et comment vous faites pour gérer vos ressources humaines? Plus de primes, plus de salaire, un bon salaire, une bonne relation? Je ne pense pas forcément d'abord que c'est une question de salaire. Je pense que c'est une question d'abord de considération. Savoir que ce sont des humains comme vous et que vous devez avoir de la considération et de l'estime pour eux. J'ai vu quelqu'un qui était dans une boîte où il avait un très bon salaire, mais tellement que c'était une boîte où il régnait tout le temps des tensions, particulièrement avec sa hiérarchie directe. C'était quasiment des insultes, des pics par-ci par-là. La personne en question n'avait plus la paix. Jusqu'au point, je crois qu'elle a quasiment fait un burn-out. Vous voyez? Mais de l'autre côté, vous allez le voir aller travailler dans une autre structure plus simple, on va dire, moins nantie, où il gagne moins d'argent, mais il se sent beaucoup plus épanoui et il donne beaucoup plus d'efforts. Je pense que la première des choses, c'est de la considération. Les considérer comme des humains, au même titre que vous, et arriver à les gérer vraiment comme tels. La considération, certes, mais deuxièmement, le caractère. Ne pas céder à... Vous savez, il y a certaines choses, excusez-moi le terme, ce sont des caprices. On ne cède pas à tous les caprices. Mais avoir du caractère, ça va dire non quand il faut dire non, ça va dire oui où il faut dire oui, savoir gérer les choses. Je donne un exemple simple, vous travaillez avec votre frère vient tous les jours en retard, il est tout le temps en retard dans les rendez-vous importants et autres. Il faut avoir le caractère de pouvoir lui dire je veux, comment dire ça, je veux te mettre, tu seras sous discipline, ou bien après, si ça ne marche pas, de pouvoir vous séparer de lui. Je vais vous raconter une anecdote. Quand j'ai commencé le travail, la première personne que j'ai recrutée, c'est un de mes grands amis. Vraiment un très grand ami à moi. Et on a commencé à travailler ensemble et on s'est rendu compte qu'on avait beaucoup de tensions dans le sens où des fois je disais on va faire comme ça, comme ça, comme ça. Et que je me rendais compte après qu'il n'a pas fait ça, il a fait autrement. Et quand je lui dis, mais comment t'as pas... Il dit, non, ça, c'était pas la bonne solution. La bonne solution, il fallait qu'on fasse comme ça, comme ça, comme ça. En fait, il mélangeait plus l'ami qu'au patron. Et ça devenait vraiment un problème. Ça a commencé à porter vraiment préjudice sur notre entreprise. Moi, ça a commencé sérieusement à me déranger. Je ne dirais jamais, je suis allé voir l'aîné dont je parlais tout à l'heure. Je lui ai posé le problème, j'ai dit, comme il nous connaissait tous les deux, j'ai dit, Yaya, regarde, il y a ça. Je me jamais très calmement, assis sur son bureau, il m'a dit, fais-lui un mail où tu es en train comment on appelle ça? Un mail de blâme. Tu lui fais un mail officiel, sur la voie officielle, tu copies tout le monde, où tu blâmes en disant, tu reproches X, Y, Z choses. J'ai dit, mais c'est mon ami et autres. Il me dit, fais un mail de blâme. Je suis rentré, j'ai fait mon mail de blâme. J'ai fait mon mail, je crois 5 minutes après, il est venu à mon bureau. Mais comment tu peux me faire un tel mail? Tu mets tout le monde en copie et tout le tralala. Et ce jour-là, je me souviens, on s'est assis, on est resté au bureau pendant quasiment 1h30 où on a parlé à cœur ouvert, où je lui ai clairement dit, il faut qu'on fasse la part de choses. Ici, c'est le travail. On est amis. On doit même être amis, on est même banda. Là, c'est dehors. Ici, quand on parle boulot, c'est comme ça. On a parlé, il m'a exposé ses revendications aussi, et on a discuté, et on a mis les choses claires. Et dans le mail, je disais clairement, au prochain blâme, une sanction suivra. Et si vous ne respectez pas, on sera obligé de vous licencier.
Je me souviens, bon, j'ai même raconté à ma femme, elle m'a dit, tu as fait ça? J'ai dit, Et c'était ton bon frère, je pense. oui, c'est mon beau-frère. Ok. Mais ça nous a aidé à clarifier les choses, à mettre vraiment les choses chacun à sa place et à évoluer comme il se faut. Très bien. Et qu'est-ce qu'on peut retenir de votre parcours jusqu'à ce niveau? Bah, il y a beaucoup de choses. Hein. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Est-ce que vous êtes, est-ce que c'est un parcours de persévérant? Est-ce que c'est un parcours des vaillants, d'un homme fort? Ou est-ce que c'est un parcours, voilà, qu'est-ce qu'on peut, en 2-3 mots, comment est-ce que vous pouvez définir? Je dirais pas vaillant, homme fort et tout ça, non, je me définirais pas comme ça. Mais quelqu'un qui a persévéré, ça c'est sûr. Quelqu'un qui a eu l'humilité aussi d'apprendre. Ça, je le dirai toujours, j'ai appris. Parce que dans la gestion que nous avons aujourd'hui, tout n'a pas été appris à la fac. On se rend compte que la vie pratique est vraiment très différente aussi de tout ce que l'on a. Et quelqu'un qui veut encore progresser. Je ne pense pas que que je suis arrivé. Je pense que j'ai encore un très long chemin devant moi, avec beaucoup d'embûches, certes, avec beaucoup de bonnes choses aussi. Et je suis convaincu qu'on va y arriver. Donc voilà, je me définirais plus comme quelqu'un qui persévère et qui continue à se frayer un chemin. Je reconnais le chemin qui a déjà été fait, ça il faut le dire. On a fait un grand chemin. Mais je crois qu'il y a encore beaucoup qui viendra dans l'avenir et demain sera meilleur et demain sera plus grand. Peut-être une dernière question pour finir notre émission. Qu'est-ce que vous pouvez dire à cette jeune génération d'entrepreneurs qui, depuis 5 ans, essaient de se frayer un chemin dans cet environnement d'affaires difficile? Première chose, courage, il faut persévérer, il faut persévérer. Il faut croire en son rêve, il faut vraiment croire en son rêve. Je parle des rêves, j'ai envie de dire des bons rêves. C'est une chose d'avoir un rêve, c'en est une autre de le matérialiser. Beaucoup de personnes se limitent à rêver. Je serai grand, je veux faire ceci, je ferai tel business, je ferai X, Y, Z choses. Mais je pense qu'il faut aller au-delà de ça. Il faut vraiment aller au-delà de ça. J'ai toujours dit la différence, c'est que quand vous avez un rêve et que vous vous limitez au stade de « je veux faire X, Y », vous êtes seulement dans le rêve. Mais quand vous avez le rêve et qu'après vous asseyez, vous commencez à coucher ça sur papier. Commencez à coucher ça sur papier et après, vous commencez à vous poser la question « bon, ok, je veux faire ça, comment je fais pour arriver à faire ceci? Comment je fais pour arriver à faire cela ?» C'est là vous commencez à évoluer. Et la deuxième chose que je peux dire, c'est n'ayez pas peur. N'ayez pas peur d'essayer, n'ayez pas peur d'entreprendre, surtout quelque chose de nouveau. On a beaucoup qui reproduisent ce qui a déjà été fait. Quelqu'un a ouvert une cabine au coin, une autre cabine va s'ouvrir au milieu et une autre cabine va s'ouvrir à l'extrémité de l'autre côté. On n'évoluera pas forcément comme ça. Je suis toujours de ceux qui pensent qu'on réussit à faire de l'argent quand on arrive à répondre à un besoin. Zuckerberg, il a répondu à un besoin en créant son réseau Facebook, à pouvoir permettre aux gens de rester en contact malgré la distance, malgré ceci, malgré cela, se faire des amis. Tout le monde répond à un besoin. Quand vous arrivez à répondre à un besoin spécifique, vous êtes lancé sur votre réussite, si je peux dire ainsi. Donc, trouvez le besoin. Essayez de voir comment répondre à ce besoin. Et quand vous avez détecté le besoin et que vous avez trouvé le mécanisme pour répondre au besoin, vous êtes déjà sur le bon chemin pour arriver à réussir votre entreprise. Merci Dan, c'était un plaisir. Et j'espère te recevoir très vite et très prochainement. On sera là. Merci beaucoup. C'était Déclic. Nous disons merci d'avoir suivi ces grands témoignages, ces parcours inspirants. Le but, c'est de vous permettre de pouvoir détecter ce déclic qui peut faire en sorte que vous puissiez réussir votre business ou tout simplement votre vie et surtout déployer votre potentiel. Retrouvez cette émission sur ma chaîne YouTube, sur la chaîne YouTube de Mayel Productions et sur toutes nos plateformes digitales qui s'affichent derrière au bas de votre écran. Merci.
revoir.